Bienvenue dans le Cercle Vertueux, le podcast qui prend la route avec celles et ceux qui ont choisi d'agir en quête de sens et de ce qui les rend vraiment vivants. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Anine Essaeli, entrepreneur, réviseur d'entreprise et aujourd'hui patron et cofondateur du groupe Libra. Il a un parcours plus qu'atypique et je suis sûr que ça va t'intéresser, ou bien que tu te reconnaîtras en lui. Alors installe-toi, abonne-toi et bonne écoute. Salut Anine, ça va? Salut Laurent, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Écoute, merci d'être venu dans une nouvelle fois. Le premier n'est pas sorti, hein, mais Ouais. du coup les gens ne sauront jamais. Mais merci d'être venu une nouvelle fois du coup dans le podcast. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir à nouveau. Et voilà, du coup globalement, je vais commencer l'interview par te demander déjà qui es-tu et qu'est-ce que tu fais. Écoute Laurent, moi je m'appelle Anine Essaeli, je suis réviseur d'entreprise. Ouais. Et j'ai fondé un groupe qui s'appelle Libra. C'est le groupe Libra. Et voilà, on est une soixantaine de personnes en Belgique, au Luxembourg, au Maroc et en Tunisie depuis peu. Et voilà, on fournit des services juridiques et financiers. Ok. En fait, moi à la base, je suis un fils d'ouvrier, maman au foyer. Ouais. Et donc, je comprenais pas trop comment fonctionnait l'économie. Et en fait, ici, un commissaire aux comptes, il a accès à toutes les pièces d'une entreprise sans déplacement. Et donc, en fait, si tu as une curiosité intellectuelle, moi, je recommande vraiment ce métier parce que ça te permet vraiment d'aller mettre ton nez et de comprendre. Je crois que la dame demande pour qu'on puisse avancer. Ah, ok. Et de comprendre. D'ailleurs, c'est un monsieur, je sais pas. C'est une dame, c'est une dame. Et donc, et tu vas de comprendre quand tu n'as pas beaucoup de connaissances sur comment fonctionne l'économie, Ouais. comment fonctionnent les entreprises. Le fait d'être commissaire, ça te met dans une situation où tu peux vraiment apprendre pas mal de choses. C'est vraiment pour celui qui se dit tiens, j'ai pas eu assez avec l'école, j'ai envie d'apprendre et je veux Ouais. payer pour apprendre. C'est un excellent métier. Et tout ça, finalement, ça te permet d'apprendre le monde comme il fonctionne. Les études, c'est vraiment génial. C'est un ascenseur social, ça t'émancipe. Ça te permet de débattre avec n'importe qui. Et donc, tu vois, au-delà du métier, vraiment, je pense que tu peux aller pas mal non plus. Ça te permet vraiment d'évoluer en tant qu'être humain. Donc, on ne perd jamais à apprendre. C'est pour ça que l'obtention de cette certification, elle te donne beaucoup plus de chances de fonder ta boîte toi-même ou d'avoir un poste important dans une structure. Donc, ça faisait aussi partie d'une stratégie de pouvoir maximiser mes chances professionnelles. Et donc alors, ça veut dire que, déjà, donc ça parle de ton parcours. Ouais. Ok. Pourquoi le pourquoi du parcours, pardon, c'est de maximiser les chances professionnelles. Du coup, Il y a le côté maximiser ses chances professionnelles et éviter à un moment donné que tout ça repose sur l'aléa arbitraire de certaines personnes. Ouais. Et globalement, en fait, ça consiste en quoi? Parce que de ma connaissance à moi de simple étudiant en Sciences Po, Ouais. des réviseurs d'entreprise, vous faites des audits, du coup. C'est ça, on fait des audits. En fait, notre mission à la base, c'est de s'assurer que les états financiers, la comptabilité, Oui. est correcte, qu'il n'y a pas d'erreur dans la compta. On dit qu'il n'y a pas d'erreur significative, donc il n'y a pas d'erreur qui pourrait, à un moment donné, changer le comportement du lecteur des états financiers. Oui. Et donc, on certifie les comptes. Mais donc alors pour ça, tu as fait quelles études, quel parcours, tout ça? Alors, j'ai pas fait un parcours classique de réviseur d'entreprise où tu fais un master en sciences de gestion, puis un master de spécialisation en analyse, contrôle et révisorat. Souvent, c'est la voie royale de réussir. Moi, j'ai fait les relations internationales, j'ai un master en finance, j'ai un master en analyse, contrôle et révisorat et un master en fiscalité. Tout ça qui est lié vraiment à... Ça me fait mal à la tête. Il y a trop de masters là déjà. Ça me fait mal à la tête. Attends, parce que déjà, on est d'accord que sur le plan juste familial, t'as rendu tes parents fiers. Avec ça. Oui. C'est pas sans incident de parcours, je dois dire quand même. C'était compliqué au début. Mais une fois que j'ai eu mon premier master, après, ça a été vraiment beaucoup plus facile. D'accord. Et donc, attends, ça te fait 4 masters. Oui. Et le premier, tu l'as eu en quelle année? 2007. Oui, 2007, 2008, 2013, 2017. J'en ai 5 en fait. Mais Excuse-moi. non, mais en fait, Non, c'est génial. ce qui est intéressant, c'est que tu vois, par exemple, le master en relations internationales, Oui. ça n'a rien à voir avec mon métier pour le moment. Bien Par sûr. contre, ça m'a donné les cartes d'aller voir à l'étranger pour fonder ma structure au Luxembourg, au Maroc, en Tunisie. Et donc, ce côté un petit peu international, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, là, on est en train de vivre un moment géopolitique assez intense. Hein. Je ne sais pas si tu as vu l'actualité. Tout ça, ça a un impact sur l'économie.
ça a un impact sur les entreprises. Et le fait d'avoir ce parcours atypique te donne vraiment, comment dire, une distinction, voire parfois un avantage compétitif sur tes concurrents. Donc, Bien sûr. et ça, c'est un petit peu une des composantes de l'ADN Umbra. C'est vraiment qu'on cherche des gens qui sont curieux intellectuellement et qui ont envie d'apprendre. Ok, mais par contre, fun fact, hein, mais relations internationales, moi aussi, Ah ouais, t'es... je suis en Sciences Po, du coup, là, oui. c'est le master que je fais, que Ah ouais, je c'est suis en train de génial. terminer. Ah, Donc, voilà. oui, je comprends totalement ce que tu me Mais dis. tu vois, il y avait le côté chez moi, j'ai envie de comprendre comment fonctionnent les entreprises, Oui. mais j'avais aussi envie de comprendre comment fonctionne l'ordre mondial. Bien Tu sûr. vois, le Conseil de sécurité des Nations Unies, pourquoi certains pays ont le droit de veto ou pas. Comme par hasard, ce sont des pays qui ont l'arme nucléaire. C'est quoi le traité de non-prolifération? C'est comment fonctionnent les institutions européennes? Quelle est la place des droits de l'homme? Ouais. Est-ce que c'est un prétexte? Est-ce que c'est une vraie vocation de défendre les droits de l'homme? En fait, ce que j'allais dire, c'est que, oui, au final, ce qu'on voit, c'est d'abord métier des chiffres, métier froid, juste des gens qui viennent avec des dossiers pour dire faites ça de façon rationnelle et tout ça. Mais en fait, ça implique bien plus d'humain que ce qu'on peut croire. C'est ça. Quoi. Et en fait, on est dans un phénomène là, on va mettre mis le doigt dessus, dans un phénomène de digitalisation, où en fait, on va avoir encore plus, comment dire, d'impact et d'intrusion du digital dans la vie d'une fiduciaire. Mais en fait, ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, la dimension empathique est ce qui va faire la différence de qualité entre toi et un concurrent. C'est-à-dire que lorsque tu es empathique, tu vas aller déceler beaucoup mieux le besoin de ton client. Et inévitablement, ton service, si tu as pu déceler ça, va être amélioré et va être beaucoup plus en adéquation avec le besoin de ton client. À la fin, il s'en sort avec un service de plus haute valeur ajoutée et finalement, tu crées d'harmonie chez lui. Et donc, tu dépasses juste le cadre d'harmonie dans ta boîte et tu débordes sur tes clients. Et je pense que lorsque tu as cette vision, quelles que soient les entreprises, finalement, dans cet univers un petit peu chaotique que l'on a pour le moment, Bien sûr. de multi... Tu vois, on est surinformé tout le temps, les gens ne s'y retrouvent plus, etc. Si on arrive à faire en sorte que l'entreprise soit un îlot de stabilité dans ce chaos et que ça déborde comme on le fait, finalement, à la fin, on est des constructeurs, on va construire de l'harmonie au sein de la société, au-delà même de notre propre zone d'activité. Je crois que le mot que tu cherchais, c'était artisan. Voilà, c'est ça, mais oui, tout à fait. Artisan, ouais. Nous sommes des artisans. Ça me semblait juste. Mais c'est pas juste constructeur, tu vois. Il y a un côté art, tu vois, en plus, tu vois, et tu l'as bien noté. Et en fait, donc déjà il y a un truc qui me vient en tête quand tu dis ça. C'est la phrase en anglais qui dit how you do anything is how you do everything. Tu vois? Donc ça veut dire que du coup, si vous créez de l'harmonie au sein de votre entreprise, des process, des équipes, tout ça, bien sûr que ça va déborder sur. Ça va se diffuser, ouais. Bien sûr, parce que par la force des choses, c'est comme ça que vous fonctionnez du coup. Tout à fait. Là, ce qu'on essaye vraiment de faire, nous, c'est de travailler avec des personnes qui veulent aller au-delà, qui veulent essayer de comprendre véritablement le métier qu'ils font, l'inclure dans un cadre holistique, avoir une vue vraiment globale de leur métier, du contexte des phénomènes de disruption. Il y a énormément de phénomènes de disruption dans notre métier. À partir du 1er janvier 2026, on va avoir la facturation électronique obligatoire entre sociétés. Ça, c'est un changement radical. Dire qu'au niveau TVA, il n'y aura plus de déclaration TVA, ça va se faire automatiquement. Il va y avoir une autoroute d'information avec toutes les factures que se font les entreprises les unes aux autres. Ça va modifier profondément notre métier. On n'aura plus besoin de comptable comme on en avait besoin auparavant parce que la comptabilité va s'encoder automatiquement. Et donc, le métier va changer. On va passer d'une philosophie d'encodage vers une philosophie de contrôle et une philosophie de service et d'accompagnement du client. Et donc, ça, il faut déjà l'anticiper maintenant. Et donc, c'est important de conscientiser les équipes sur ces disruptions qui arrivent. Le fait du vieillissement de la population, c'est également une disruption. C'est une disruption technologique, démographique, c'est une disruption sociologique dans la manière de travailler. Les collaborateurs ont besoin de plus en plus de flexibilité. Le monde change, les pratiques changent, etc. Et donc, il faut être en ligne avec son temps et il faut, à un moment donné, aussi regarder les déviations de notre époque pour se dire, OK, ça, c'est peut-être pas un avantage. Et on va prendre juste la partie positive. Et la partie qui ne va pas, on va la mettre de côté. Et par exemple, la valeur travail, c'est quelque chose qui disparaît.
C'est important de pouvoir travailler, de se retrousser les manches, de ne pas avoir... Si tu veux évoluer dans la vie et que tu te dis, je me contente de faire 3 heures de travail véritable par jour, tu ne te verras pas progresser, tu vois. Donc voilà, on fait du coaching au quotidien aussi. Là, tu as soulevé un truc que je trouve ultra intéressant et vraiment, je pense que tu es assez jeune pour... T'as quoi, pas 38 ans, non? Un truc comme ça? Presque 45. Presque 45, d'accord, ok. Mais t'es gentil. Je sens ici le petit... Mais bien sûr. Non, mais du coup, je veux dire que je pense que tu es assez jeune pour un peu peut-être voir la différence, mais il y a beaucoup en ce moment une comparaison, tu vois, entre les générations dans le monde du travail, tu vois. Ouais. Certains disent que la génération Z, je crois que c'est la génération du coup, ne veut plus travailler. Au travail, ils ne veulent plus de manque de respect, ils ne veulent plus faire d'heures sup, ce genre de choses, tu vois. Parce que moi, je pense que déjà, peut-être ma génération, on a peut-être, peut-être un peu, je sais pas comment on dit en français, mais tu vois, en anglais, c'est entitled, tu vois, qui peut-être a plus de confiance ou autre et se dit non, si j'aime pas ici, je m'en vais. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est justement dans le bon et le mauvais, malheureusement, tu vois. Et franchement, tu as mis le doigt dessus. Par exemple, quand tu dis ma génération ou la génération Z a besoin de respect, moi je signe à 100%. Le respect, l'empathie, c'est quelque chose d'éminemment important. Alors maintenant, le travail, ça dépend parce que si tu considères, il y a deux choses, t'as le travail et t'as la vocation, tu vois. Exactement. Et c'est deux choses qui sont complètement différentes. Un travail, demain, tu te dis, je vais vendre des fruits et légumes, qui est tout à fait honorable. Je vais aller faire éboueur, qui est tout à fait honorable. Je veux faire dentiste ou je veux faire réviseur d'entreprise. Les quatre sont du travail. Mais chacun va avoir peut-être une vocation. Il y en a qui vont peut-être plus attirer une vocation, d'autres moins. Mais ce que je veux dire par là, ou artisan, tu vois, ça peut être une vocation chez beaucoup de personnes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu fais un truc qui te plaît, tu ne comptes pas tes heures. Bien sûr. Quand tu fais un truc pour toi, tu vois, tu ne comptes pas tes heures. Aujourd'hui, le travail, c'est véritablement une valeur. Le travail que dans le sens vocation, tu vois, bien sûr. que c'est véritablement une valeur et que c'est un apprentissage qui te sert tous les jours, tu vois, à donner de discipline, à avoir une hygiène de vie, etc. Si ça se perd dans nos sociétés, on est fichu. On est fichu parce qu'on va se faire surpasser par les autres régions du monde. Quoi, tu vois. Donc, il y a voilà, une double prise de conscience qui doit se faire et ne pas aller d'un extrême à l'autre. Il faut avoir de l'intelligence et de la nuance dans la manière d'aborder les choses. Bien sûr. Et du coup, moi, je pense vraiment là-dessus que déjà le terme vocation, 1000 fois d'accord. Parce que moi, j'ai un exemple que je sors assez souvent. Mais quand, en fait, depuis ma première année en Sciences Po, donc depuis 2019, je travaillais au Coq, tu vois. Et moi, j'aimais beaucoup mon travail, tu vois. Mais du coup, je me donnais vraiment à fond dans mon travail, tu vois. Et je comprenais, par exemple, la personne qui dit non, moi je finis à 14h, tu ne vas pas faire une minute de plus, tu vois. Et moi, par exemple, j'aimais bien mon travail, donc du coup, oui, quand on me demande de rester un peu plus, bien sûr, si je peux, je reste, tu vois. Et je comprenais les deux points de vue. Tu vois, je vais pas t'en vouloir si tu pars dès que ton heure a sonné. Par exemple, la mère de ma copine est prof, est un cycle primaire. Et tu vois, ils ont des réunions de profs pour préparer des événements, la vision de l'école ou quoi, tu vois. Sauf que ce sont des réunions qui durent après les heures de travail. Classique, donc par exemple, ils finissent tous à 15h, mais ils sont pas là à 17h, tu vois. Et il y en a pour qui, il y a certains qui vont peut-être dire, on avait dit que la réunion finissait à 17h, là il est 18h30, moi je m'en vais. Je comprends les deux. Mais moi, je sais que la personne qui va se dire, non, c'est important, on avait dit, on a une chose à faire et on doit la finir, cette personne-là, pour moi, c'est son métier, c'est sa vocation, tu vois. Et j'en veux pas à l'autre qui part parce que c'est son travail, en fait. Tout à fait. Tu vois. Mais après, bien sûr, dans les deux sens, ce que moi je déplore, en fait, aussi, c'est dans ma génération, c'est, tu vois, ceux qui, comme j'ai dit, ils vont dire que mais non, je n'aime pas ce genre de traitement, je m'en vais. Or que le traitement, il est pas... c'est juste, on t'a juste demandé de travailler un peu plus dur. Mais moi, voilà, je déplore juste ceux qui vont, par exemple, lâcher l'affaire. Et pour qui, en fait, c'est juste leur travail et donc vont se dire, j'en trouverai un autre. Mais c'est une question de respect, tu vois. Et on en a parlé tout à l'heure, et d'empathie. Si après, tu as le patron qui fait ça tous les jours,
Et en fait, finalement, c'est un abus, tu vois, qui est déguisé, avec des questions mercantiles. Bien sûr. Là, on n'est pas dans le respect. Et Bien donc, sûr. je comprends, tu vois. Maintenant, si à un moment donné, tu as fait ton travail, t'es au quick, il te reste 2 tables à laver, ça te prend 5 minutes de les faire, et tu dis, moi j'arrête, je dépose mon tablier, je fais pas les 2 tables qui restent, et que tu te dis, bah, finalement, tu as fait à moitié ton travail. C'est ça qui, à un moment donné, c'est même une valeur en soi, c'est dire, je termine le travail que j'ai effectué, j'essaie de le faire correctement, tu Ouais. vois. Et donc, c'est comme le télétravail, tu as des gens qui sont tout à fait dignes de faire du télétravail, et pour lequel bah, il va y avoir une flexibilité où chacun Ouais. va en profiter, l'entreprise comme le collaborateur. Et puis, tu as des gens qui abusent. Et comme tu as des patrons qui abusent par moment, tu peux avoir des employés qui vont abuser. Et c'est là où véritablement l'empathie, c'est important. Et l'empathie, c'est pas juste l'empathie des patrons vis-à-vis des employés. C'est l'empathie des employés vis-à-vis du patron vis-à-vis des employés, pour que tu aies vraiment un organisme qui fasse sens. Continuer par là, Oui. tu vois. Et c'est là où, en fait, parfois, bah, dans la société individualiste telle qu'on la conçoit, l'intérêt général, il part, quoi, tu sais. Bien sûr. L'intérêt général, c'est pas uniquement l'intérêt du patron de pouvoir tirer des dividendes ou autre chose. C'est l'intérêt de maintenir des salaires, de faire en sorte qu'on grandisse ensemble, de les faire évoluer au fil du temps, que la qualité du travail évolue. Et ça, c'est pas le patron qui le fait, c'est pas les employés, c'est tout le monde, tu vois. Et chacun, je veux dire, a sa contribution. Je veux dire, peut-être les travailleurs, évidemment, plus que le patron individuellement ou les patrons individuellement, mais il faut minorer comment dire, la contribution d'aucune des deux personnes, quoi. J'essaie de passer vite, j'essaie de passer vite. Hum. Dans ton parcours qui était sûrement très long et sûrement difficile déjà, t'as dû avoir, j'imagine, bah, beaucoup de travail et beaucoup de hautes attentes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Parce que tu veux faire de grandes performances, tout ça et tout. Et j'espère que mon langage n'est pas trop flou ni Non, mais développement perso. non, mais si je te parle un petit peu de mon parcours plus académique, Mhm. je veux dire, j'étais pas un élève qui était comment dire, super brillant. Oui. Pendant mes études secondaires, notamment principalement le début de mes études en haute école, euh, notamment en raison du fait, plus jeune, que ben voilà, quand tu viens d'un milieu socioculturel qui est différent, t'as pas les codes, Oui. tu essayes de t'intégrer, tu es maladroit, tu passes plus de temps à réfléchir à comment t'intégrer en faisant le saut ou en essayant d'être plus audacieux que les autres, que ben, par moment ça te vaut des critiques, des heures de retenue. Et donc, tu vois, c'est pas nécessairement évident. Et puis, tu vois, l'élève un peu turbulent. Et donc, période académique assez compliquée. Et puis, j'en viens habiter chez ma grand-mère. Je devais avoir 16 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et puis, en 2021, donc après quelques accidents de parcours, ma grand-mère tombe malade au moment où je décide de rentrer à HEC. Pardon, je dis 2021, 2001. Hein. Ouais, parce que sinon, ça fait J'ai même pas trop l'expérience. 2001. Moment des attentats du 11 septembre, quand tu es issu de l'immigration, c'est pas non plus super facile aussi. C'est une période un peu particulière. Et là, je m'inscris à HEC. Et je te promets, je donne le meilleur de moi-même, mais j'avais pas le bagage. Et en donnant le meilleur de moi-même, je crois que j'ai 80% de moyenne. 40% de moyenne. 40% de moyenne en donnant ton max. En donnant mon max, tu vois. En étant ma grand-mère qui vient de décéder, je me retrouve au CPS. Vraiment quelque chose de compliqué. Et puis, je me réinscris. Et je me réinscris 59 de moyenne, code d'exclusion. Je rate à nouveau. Je dois faire une lettre de motivation à HEC. Je dois défendre devant le CPS qui me dit, écoute mon grand, il va falloir commencer à travailler parce que tu nous coûtes bonbon là pour le moment. Et on ne peut pas continuer à te financer comme ça. Et puis, l'année suivante, c'était le temps de récupérer, d'avoir mes bases, quoi. Je réussis ma première, ma deuxième, ma troisième distinction, la plus grande 10, ma jour de promotion, tu vois, dans mes études après. Et puis là, ça n'a été que de la réussite au niveau académique. Ouais. Et puis, après, dans le cadre du travail, j'avais aussi ce sentiment d'avoir perdu du temps. Donc, une volonté d'aller vite pour essayer de rattraper le temps perdu. Mm-hmm. Et tu vois, tout ça, c'est aussi une force de caractère de te dire à un moment donné, ok, même si, je veux dire, les choses ont l'air pas faciles à un moment donné, c'est de ne pas abandonner, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie vraiment d'enseigner à mes enfants. Moi, j'ai pas l'impression qu'en fait, il y a des gens, on est tous avec un bagage intellectuel, tu vois. Mais l'intelligence, c'est quelque chose qui se travaille.
Le plus important, c'est le courage et le travail, tu vois. Je pense que quand tu es déterminé dans quelque chose, tu peux réussir quoi que ce soit si tu t'y donnes vraiment les moyens et que tu t'y consacres véritablement. Et ça, tu vois, je veux dire, dans ma vie académique, quand je vois les parcours que j'ai eus, ou même dans ma vie professionnelle, il y a eu des moments pas extraordinaires. Et finalement, tant que tu restes positif et que tu as la vision, je pense, que tout est réalisable, quoi, tu vois. Une question vraiment de croire en soi, c'est éminemment important. Je Ouais. pense que c'est vraiment, si tu regardes les personnes qui ont bien mieux réussi que moi dans la vie, c'est toutes des personnes qui ont connu des échecs, tu vois, et qui ont réussi à rebondir. Donc l'échec en soi, quand j'entends des gens qui ont eu un échec à un moment donné, ils changent d'orientation scolaire, ou ils décident d'arrêter un job ou d'arrêter un sport ou quoi que ce soit, je me dis c'est tellement dommage parce qu'en fait, ça fait partie de l'apprentissage, l'échec, tu vois. Alors ça fait bateau quand on le dit comme ça, mais moi je l'ai véritablement vécu à plusieurs reprises. Et je me dis en fait, c'est qu'une parenthèse et l'enjeu, c'est la force de caractère que tu as derrière de pouvoir rebondir sur l'échec ou pas. C'est pas une finalité, en fait, Ouais. tu vois. Et Ouais, moi, j'ai une phrase que je me dis souvent depuis quelques années, peut-être. C'est que les moments durs, les moments difficiles ne durent jamais. Tu vois? ouais, Parce que vraiment, imagine si là, j'ai une galère, par exemple, j'arrive pas à finir mon mois, tu vois? ouais, Mais j'ai du mal, hein. Mais voilà, il reste 2 semaines ou une semaine, tu vois? Bah, ça va pas durer vu qu'il reste 2 semaines, ouais, tu vois? ouais, tout à fait. Et en fait, c'est une autre façon de penser parce que si tu dis que ça dure jamais, bah, t'es pas bloqué dans cette fatalité de, oh non, qu'est-ce qui m'arrive, tu vois? Ouais, Et j'essaye vraiment d'avoir cette force-là pour pouvoir rebondir parce que déjà, moi, j'ai peur de rater, tu vois? Genre là, maintenant, j'ai le partenariat avec Tiscar, bah, j'ai peur de foirer ça, ah tu ouais, vois? c'est une responsabilité, quoi. Ouais. Mais si ça arrive, bah, ce sera arrivé. Ouais, Et mais tu vois, au moins, t'es pas spectateur de ta vie. Tu ouais, la vis véritablement et tu oses. Et je me dis, à la fin de ta vie, plutôt que de dire, bah, finalement, bah, j'ai jamais eu d'échec parce que j'ai ouais, jamais osé, je crois que tu préféreras te dire, bah, j'ai osé 10 000 trucs et finalement, bah, il y en a 2, 3 qui n'ont pas fonctionné. Mais au ouais, moins, j'en ai plein que j'ai essayé. Et ça, tu l'as dans toutes les cultures. Tu sais, quand on dit, après la pluie vient le beau temps, bah, tu vois, tu bien le vois dans un sûr. truc. Oui, oui. Nous, il y a un proverbe arabe qui dit, fa inna ma'al usri yusra. Et ça veut dire, derrière chaque difficulté, il y a une facilité. Et je sais pas si tu as eu, moi qui ai étudié plusieurs choses différentes, au départ, en fait, dans les études, ce qui est difficile, c'est vraiment d'apprendre le langage, de la physique, de la chimie, d'apprendre le langage de la comptabilité. Une fois que tu l'acquiers, tu te rends compte que c'est beaucoup plus facile. Et donc, il faut pouvoir dépasser le côté un petit peu rébarbatif que tu as au départ et qui est angoissant, qui est un peu frustrant, pour te dire, bah, je vais vraiment... En fait, c'est difficile, et c'est là où c'est difficile aussi de faire ses choix pour ses études, c'est qu'en fait, on te dit de prendre une orientation alors que tu n'as pas vécu véritablement ce qu'est le métier. Tu vois que Ouais. l'apparence extérieure de dire, bah, voilà, a priori, ça a l'air difficile ou ça a l'air facile. Et plutôt que de te dire, bah, tu as ta vocation par rapport à ce que tu veux faire, qui pour moi est le mieux, c'est de te dire qu'est-ce qui t'intéresse véritablement. Ben, on va se dire plutôt, ah ben, dans quoi est-ce que je suis fort et dans quoi est-ce que je suis faible. Alors qu'en fait, tu n'as peut-être pas passé cette étape de difficulté et tu risques de prendre des décisions en fait qui sont pas liées à ce que tu veux véritablement faire toi plus tard dans la vie, mais qui est lié à ce sur quoi tu as des facilités à un moment donné dans ta vie parce que tu comprends le langage et que tu n'as peut-être pas Ouais. compris le langage d'autre chose qui est plus intéressant pour toi. Quoi, tu vois. Alors ça, je vais ressortir hein, ce que tu me dis là, franchement. Il faut le résumer, mais c'est... Non, mais parce que en fait, c'est par rapport au langage, tu vois. Ouais. Là, tu viens de me débloquer un truc dans ma tête. Et je te jure que Génial. c'est... Tu peux prendre le rond-point et repartir on va dans pas- ce côté. Quel est le message que tu dirais aux jeunes Anine, on va dire Anine de 25 ans Oui. par rapport à tout ce que tu as vu, il y a un truc que tu ferais différemment? Est-ce qu'il y a un message même du juste continue comme ça et fais confiance au temps? Qu'est-ce que tu Ouais. dirais du coup aux jeunes Anine, par exemple? Ben, ça dépend le jeune à quelle phase de ma vie. J'ai été dans une phase où j'étais pas un super bon élève, etc. Ouais. Et je m'étais dit, écoute, le temps de la maturité viendra. Je savais que je voulais faire des études, je savais que je voulais m'en sortir et que je donnerais tout pour, tu vois. Ouais. Et, et au final, que tu aies doublé ou que tu aies eu des difficultés scolaires, si ton objectif est bien clair dans ta tête et que tu ne le lâches pas, ben continue, tu vois. Ça, c'est, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que il faut jamais laisser les personnes choisir à ta place et te dire c'est trop difficile pour toi ou c'est pas possible ou tu es un rêveur ou quoi que ce soit. Je l'ai entendu tellement de fois. On m'a dit mais pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est quoi la cohérence? Ouais, c'est pas possible, c'est trop difficile, tu n'y arriveras pas.
Et en fait, il y a que toi qui es capable de savoir si c'est. Et si tu fais le pari avec toi-même, comme tu le disais, Mhm. tu peux à un moment donné échouer, mais le fait d'avoir tenté, d'avoir essayé, franchement, comment dire, ça vaut tout l'or du monde. Le truc, c'est de ne pas abandonner, vraiment. Ouais. Ça prendra le temps qu'il faudra. Si tu as un objectif, même tu perds un an, ça va reprendre un an. Qu'est-ce que ça fait au final, tu vois? Dans ta vie, tu en as des années, tu vois? Et il y en a qui disent, ouais, mais il faut profiter de la vie, etc. Ouais, moi, je profite de la vie lorsque je considère vraiment, je fais un truc qui me passionne. Il faut juste que ça te passionne. Si c'est le truc qui te passionne, donne-toi les moyens et va jusqu'au bout, quoi. Ah, mais écoute, c'est un super message de. On a discuté un peu, lui et moi. Ah, C'est un super génial. message de fin. C'est Et puis, quand on arrive devant ton bureau, devant mon bureau. bah, écoute, merci beaucoup pour le Écoute, un temps. grand merci à toi. C'est toujours un plaisir. Oui, Je te serre la main. Je te dis à la prochaine. Merci. Et je vais continuer à te suivre. Hein. merci. Et meilleurs vœux de succès pour ce que tu entreprends. C'est On vraiment essaye. chouette, quoi. On essaye, merci Je me beaucoup. reconnais un petit peu en toi dans l'audace que tu as ici de tester des trucs que d'autres personnes ne font pas. Et c'est super. On essaye, Félicitations. on Ouais. essaye, merci. Allez, à Merci. bientôt, Laurent. Merci, à Oui, bientôt. salut. Merci pour l'opportunité. Merci, je t'en prie. Salut.